Bien, alors bonjour à tous, je suis Nicolas Friot, votre consultant référent de la CCI 3R Aube pour toutes les questions digitales qui concernent votre entreprise. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème du digital learning qui sera animé par Gilles Burissec de l'entreprise NetOpen. Alors avant qu'on démarre, peut-être une petite précision technique pour celles et ceux qui souhaiteront poser des questions. Donc, il suffit d'activer le volet questions qui se trouve, qui est activable grâce à l'icône en haut à droite dans Teams. Il y a un point d'interrogation à l'intérieur d'une bulle. Donc, vous cliquez sur cette icône et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et puis, notre intervenant Gilles y répondra à la fin. Voilà, écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Gilles Burissec. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste un petit coup d'œil sur le sommaire, l'agenda donc de ce webinaire, l'accélération de la digitalisation, un petit retour sur le contexte actuel qui est un paramètre important, les enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui les entreprises, particulièrement sur la dimension RH, ressources humaines, un focus sur le développement des compétences, c'est un peu le point cardinal de l'intervention de ce matin. Et puis, un exposé un peu plus spécifique sur qu'est-ce que c'est que la formation digitale, comment ça fonctionne, quelles en sont les différentes composantes. Et j'aurai le plaisir de répondre à vos questions à la fin de cet exposé. Juste un petit mot donc, sur NetOpen, donc entreprise dont je suis le fondateur en 2000, donc une entreprise qui a 20 ans, qui est installée à Technopole de l'Aube et qui aujourd'hui est une agence globale en fait en solutions digital learning, et qui propose à la fois à ses clients des solutions technologiques de plateformes, d'outils auteurs, mais aussi de services évidemment en termes de conseils, de formation et de développement de contenu sur mesure, e-learning. Alors, le contexte, c'est contexte de crise sur lequel je ne vais pas m'étendre puisqu'on est tous bien au courant. Il a eu une conséquence importante, c'est l'accélération de la transformation numérique dont on parle depuis un certain nombre de mois, voire d'années maintenant, avec des choses que vous avez certainement vécues les uns les autres, entre autres une obligation de télétravail, par exemple, avec l'utilisation massive d'outils numériques qui étaient principalement dans le cloud, l'utilisation aussi massive d'outils de communication comme le mail, le chat, la visioconférence. On a multiplié, là, à titre individuel plutôt, les achats en ligne qui ont connu un bond très très important, le click and collect, la livraison à domicile. Évidemment, toutes les dématérialisations, on a vu déployer des solutions très rapidement de formulaires en ligne, de formalités administratives en ligne, de signatures électroniques, etc. Donc, chose qu'une grande partie d'entre nous n'avait jamais pratiquée. Finalement, d'un seul coup, on a découvert que ça fonctionnait, que ça fonctionnait plutôt pas mal. Des nouvelles applications, les attestations en ligne, vous l'avez peut-être testé, l'application Stop Covid, je ne vous en parle pas, ce n'est pas l'objet ce matin, mais voilà. De l'innovation, par exemple, avec l'utilisation d'impression 3D pour les visières. Et puis, de manière générale, pour tout le monde, des pratiques quotidiennes intensives du numérique créatif, que ce soit les réseaux sociaux qui ont connu aussi un boom d'utilisation très très fort, et la vidéo par Internet, etc., etc. Donc, globalement, en fait, ce contexte de Covid a accéléré, en fait, à la fois à titre particulier, même si on est plutôt en avance à ce niveau-là, mais aussi beaucoup pour les entreprises. Du côté de la formation, cette transformation digitale, on n'y a pas échappé non plus. L'éducation nationale s'est retrouvée finalement à utiliser de manière obligatoire, contrainte et forcée, je dirais, la formation à distance. Malheureusement, tout le monde est unanime à considérer effectivement que les enseignants et l'éducation nationale au sens large n'étaient pas vraiment préparés à ça. Et la majorité des enseignants ont fait preuve d'initiative, de partage pour découvrir de nouveaux outils, etc., de manière à permettre une continuité pédagogique avec nos enfants. Côté organisme de formation, un certain nombre sont passés très rapidement du 100% présentiel, donc un animateur, une salle, à 100% visio. Bon,
Ça, c'était des solutions effectivement plutôt simples, entre guillemets, à mettre en place, avec la contrainte que, effectivement, une formation présentielle de 7 heures, par exemple, une journée avec des pauses, des échanges, etc., eh ben, transposer en visioconférence, c'est plutôt difficile à supporter, effectivement, pour les apprenants. Donc, on voit que c'est un mode qui peut fonctionner, mais pas forcément dans un format transposé comme ça. Beaucoup ont carrément stoppé leur activité parce que ils n'étaient pas du tout prêts à pouvoir fonctionner à distance. Et puis, un certain nombre ont profité en fait de cette période d'interruption pour repenser leur offre de formation en intégrant le digital. Certainement que c'est la meilleure réaction, entre guillemets, pour capitaliser sur cette période. Côté salarié, en fait, on a découvert qu'un certain nombre qui se sont retrouvés en activité partielle en ont profité pour se former en ligne. Ils ont découvert des ressources, en fait, le digital learning, finalement, sous une certaine forme, gratuite ou payante. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne. Donc là aussi, en fait, les salariés, quelque part, ont éprouvé, en fait, ces méthodes et ces modalités, en fait, de formation à distance. Et puis, le ministère du Travail a renforcé le dispositif FN de formation à destination des salariés en activité partielle, en préconisant en fait des formations 100% à distance. C'est aussi d'un point de vue administratif, côté ministère du Travail direct et puis les OPCO, quelque part, la découverte et la validation finalement de la formation à distance en tant que telle, ce qui n'était encore pas tout à fait le cas fin 2019 ou début 2020. Malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette période, effectivement, entreprises et salariés se retrouvaient en obligation finalement de pratiquer, d'expérimenter tout un ensemble de choses, avec une préparation souvent pas forcément idéale, entre autres des connexions Internet pas forcément dimensionnées, des connexions à leur système d'information pas forcément possibles, des équipements en interne, finalement, il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément de micro-ordinateur chez eux, mais ils ont peut-être un smartphone, une tablette, etc. Et puis, pas de pratique, peu de pratique en fait sur l'organisation du télétravail, mais en général, ou de l'utilisation de la visioconférence. Et puis finalement, pour les salariés en activité partielle, effectivement, ils avaient du temps pour pouvoir se former, du coup là, pas d'excuses, entre guillemets, mais s'il n'y avait pas eu un travail en amont de réflexion sur l'évolution des parcours professionnels et détermination d'objectifs de développement des compétences, finalement, se former, mais se former à quoi, comment, combien de temps, pour viser quoi, etc. Ce travail-là n'avait pas forcément été fait. Du coup, des challenges à relever dans cette période qu'on appelle post-Covid, même si on est plutôt, à mon sens, au milieu du gué, mais en tout cas, se préparer à tirer un peu les leçons de cette période-là et à rebondir, hein, c'est un peu la terminologie qu'on entend, donc avec la prise en compte effectivement de cette évolution des pratiques digitales, mais peut-être aussi de nouvelles formes d'organisation, des nouveaux process, des dimensions de sécurité évidemment, mais aussi des nouveaux comportements des consommateurs que nous sommes, et puis des valeurs de local, d'éco-responsable, de solidarité, etc., qui font que l'entreprise de demain, quelque part, doit prendre en compte tous ces paramètres-là pour affronter les challenges qui vont lui être proposés. Le tout en tenant compte de l'impact en fait de la réforme de la formation professionnelle qui date maintenant de 2019, même si elle met entre nous soit dit du temps à se mettre en place, hein, entre la transformation des OPCA en OPCO, les ventilations des différents secteurs d'activité, la mise en place du CPF, de l'application qui est sortie là en novembre 2019. On va dire que 2020 et 2021 seront certainement la mise en place réelle en fait de cette réforme.
avec des particularités, hein, donc la suppression du financement du plan de formation, ça c'est pas nouveau, mais là clairement, c'est-à-dire que la formation devient un investissement et n'est plus entre guillemets une charge déductible, et puis de placer l'individu, donc les salariés, au cœur de leur parcours professionnel. Un mot sur l'entretien professionnel, qui est une obligation depuis maintenant 2014, qui n'est, à mon sens, pas forcément mis en place et pratiqué régulièrement dans les entreprises, mais il doit être proposé donc tous les 2 ans et il vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle et plus concrètement, identifier ses besoins de formation. Donc là, c'est un travail qu'il faut faire effectivement avec l'ensemble de ses collaborateurs. Il a aussi pour but d'informer le salarié sur la VAE, la valorisation des acquis d'expérience, et puis du CPF, donc le compte personnel de formation, qui devient maintenant la pierre angulaire en fait de la formation des individus et de ses financements et cofinancements, puisqu'en fait, à la fois l'entreprise et les OPCO peuvent amender pour accompagner les financements, les demandes de formation des salariés. Il faut, au cours de cet entretien aussi, identifier précisément les besoins de l'entreprise et puis les aspirations et les compétences des salariés. Là, on rentre dans communément ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour identifier comment l'entreprise va évaluer, quels sont ses besoins et comment un certain nombre de collaborateurs peuvent y répondre par le biais de plans de formation. Ça s'accompagne aussi d'une sanction potentielle, c'est qu'un salarié dans l'entreprise de plus de 50 salariés qui n'aura pas eu ses entretiens professionnels tous les 2 ans et qui n'aura pas bénéficié d'au moins une action de formation non obligatoire, verra son CPF crédité de 3 000 € par l'employeur. Donc là, c'est un abondement de l'employeur qui constitue une amende, entre guillemets, et qui permettra aux salariés de finalement doubler, hein, puisque on sait que c'est à peu près 500 € par an, le crédit de son compte personnel de formation. Donc attention pour les entreprises qui ne respectent pas l'obligation, il y a quand même des conséquences. Le parcours professionnel, on est vraiment au cœur hein, de ce qu'on appelle la loi à venir, qui doit effectivement mettre l'individu en fait au cœur de son évolution professionnelle, donc par la mise en place d'un parcours. On sait que les 10 prochaines années seront des années importantes en termes de mutation, digitale, énergétique, environnementale, process et tout ce qu'on veut. On sait que ce qu'on vient de vivre va encore impacter plus fortement les évolutions et que la clé de l'employabilité, effectivement, c'est de renforcer les compétences et développer les compétences des collaborateurs. La définition des actions de formation évolue aussi, puisque par exemple, les actions de positionnement pédagogique ou d'évaluation des compétences et d'accompagnement sont considérées comme des actions de formation. Idem en termes de nouveauté, la FEST, l'action de formation en situation de travail, est désormais considérée comme une action de formation qui peut effectivement rentrer dans le cadre de l'évolution des compétences des collaborateurs. Et tout ça doit être précisément très suivi effectivement par le responsable formation, les responsables ressources humaines de l'entreprise. Une notion importante, c'est la notion de bloc de compétences. Là, en fait, on a scindé finalement les certifications, les qualifications, les diplômes en blocs de compétences qui constituent des ensembles homogènes et cohérents de compétences au sein d'une certification professionnelle qui doit, pour être valide, être enregistrée au RNCP par France Compétences. Ça veut dire que, et la réforme insiste sur la notion aussi d'innovation pédagogique. Clairement, hein, on peut se le dire comme ça, l'action de formation 100% de présentiel, classique qui représentait peut-être 90 ou 95% des actions de formation jusqu'à présent, a vécu en tant que tel, ou en tout cas comme modalité pédagogique monopolistique. Il faut désormais effectivement réinventer les dispositifs pédagogiques les plus pertinents.
L'entreprise doit trouver effectivement des solutions pour pouvoir former ses salariés sans qu'on ait effectivement cette notion d'imputabilité, mais pour répondre aux enjeux effectivement des entretiens professionnels et de la mise en place des parcours professionnels dans le contexte que je viens de vous indiquer. L'entreprise doit être agile, ça on vous le dit effectivement, mais sur tous les sujets, que ce soit son organisation, que ce soit ses produits, ses services, ses process, etc. Et aussi sur la dimension gestion des compétences intégrée dans la loi à venir. C'est aujourd'hui mettre en place des projets en 6 mois, 12 mois, 18 mois, c'est quasiment impossible. Il faut être capable d'être beaucoup plus rapide que cela. La formation traditionnelle en mode présentiel, alors l'objectif n'est pas de la critiquer en tant que telle, c'est simplement effectivement de constater que c'est pas forcément si simple à manager au quotidien, parce que une fois que vous avez fait effectivement tous les travaux de préparation, d'évaluation, de détermination des objectifs de construction du parcours, il va falloir regarder effectivement qui ça concerne dans l'entreprise et éventuellement mettre en place des gens par groupe, trouver des organismes de formation compétents, trouver des dates, trouver des lieux, trouver des formateurs, faire des convocations et toute la partie administrative qui est autour. Et puis avoir la traçabilité de tout ça pour être capable effectivement d'avoir une gestion de la formation et de l'évolution professionnelle de manière complètement adaptée. C'est relativement lourd. Je bascule sur le digital learning, qui est notre sujet ce matin, en relation avec la dimension compétences. Ces avantages, c'est quoi? C'est la rapidité de mise en œuvre. Aujourd'hui, on est capable de déployer des solutions de formation à distance très rapidement, en quelques jours. Personnalisation des parcours, on n'insiste jamais assez, mais la formation à distance, la digital learning, on a toujours tendance à le résumer à formation à distance ou formation par Internet, mais l'enjeu principal, à mon sens, est aussi sur l'individualisation. Et si on le rattache à la dimension bloc de compétences, où on est capable de travailler sur des grains pédagogiques assez fins, on va être capable effectivement de proposer des parcours de formation qui soient parfaitement adaptés aux compétences acquises et à l'évolution et aux objectifs pédagogiques visés. Beaucoup plus de flexibilité. On ne va pas bloquer des journées entières pour le digital learning, mais ça peut être des séquences d'1 heure ou de 2 heures organisées voilà, dans une semaine de travail. Donc, pour les petites entreprises, c'est intéressant parce que ça évite la désorganisation des services. La mise en place des référentiels de compétences, ce que je disais par rapport au grain pédagogique. Là, on va être capable non pas de travailler diplôme par diplôme ou certification par certification, mais vraiment blocs de compétences qui pourront être déployés soit par le biais de digital learning, de classes virtuelles, de formation présentielle. Toutes les modalités finalement pédagogiques seront mises en œuvre pour arriver à ce parcours professionnel en fait calé sur ce référentiel de compétences. Et puis, nous aurons aussi donc de la traçabilité, puis des évaluations formalisées, les certifications, des réductions de coûts, puisqu'évidemment, on n'a pas de déplacement, etc. Et puis, grosso modo, effectivement, un certain nombre de ressources digitales sont plutôt moins chères, effectivement, que des formateurs présentiels. Et puis, une reconnaissance aujourd'hui par les OPCO et le ministère du Travail. Un mot sur les différents formats de la formation digitale. Alors, la formation digitale, c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle ça digital learning, contrairement à e-learning avant où c'était plutôt centré sur des modules structurés, scénarisés. On considère aujourd'hui que la formation digitale peut avoir vraiment différentes formes, que ce soit des formes de ressources pédagogiques multimédia, donc structurées, mais aussi des classes virtuelles, mais aussi du blended learning, c'est-à-dire en fait tout ce qui va être formation mixte, qui va utiliser à la fois une partie le digital, par exemple, pour des savoirs théoriques, et puis la partie
présentiel en fait pour travailler des compétences ou des choses bien spécifiques sur lesquelles on a besoin, par exemple d'utiliser du matériel. Je pense à des formations type pilotage de chariot élévateur, peuvent parfaitement scinder par exemple sur une formation blended, articulée effectivement en utilisant le meilleur, entre guillemets, la meilleure modalité pédagogique en fonction des objectifs. Le rapid learning, c'est ce qui permet de digitaliser très rapidement des supports de type PowerPoint, et de les mettre en ligne et d'avoir une traçabilité précise de l'activité des apprenants tout autour. Le mobile learning, c'est la capacité à se former en fait en utilisant son smartphone au quotidien. Je donne souvent un exemple qui est intéressant, c'est les techniciens Orange, par exemple, ont des applications de mobile learning où quand ils règlent une panne qu'ils ne connaissaient pas, en fait, ben, immédiatement, ils prennent leur smartphone, pardon, et ils vont générer une petite vidéo dans laquelle ils expliquent quel est le contexte, comment ils ont résolu la panne, et ils mettent ça immédiatement sur une plateforme qui est partagée entre tous les techniciens du réseau Orange au niveau national, voire mondial. Voilà, un exemple de formation mobile pertinent, entre guillemets, et qui rentre dans le cadre un peu de l'innovation. Évidemment, les serious games, donc des jeux sérieux, en fait, qui vous permettent de vous immerger en fait, dans un environnement en 3D, comme un jeu vidéo, et avec des missions à conduire, qui sont des missions dans lesquelles vous allez apprendre, à la fois par des approches théoriques, mais aussi par des analyses comportementales, en fait, en fonction de différents types de situations. On connaît aussi, normalement, tout ce qui est MOOC, COOC, SPOC. Alors, les MOOC, c'est Massive Open Online Courses. Donc, ce sont en fait des formations à distance qui sont, oui, petit collègue qui me fait signe, qui sont en fait gratuites en général, destinées à un grand nombre et qui sont timées dans le temps. Hein. C'est-à-dire qu'un MOOC en général a une durée qui va être de quelques semaines ou quelques mois et qui va s'articuler entre de l'auto-apprentissage en ligne et puis des classes virtuelles, des devoirs à rendre, etc., avec une certification à la fin. Un petit slide très rapide sur les tendances du marché utilisation technologie dans un an. Et là, vous voyez effectivement qu'il y a un certain nombre qui dépasse les 30, voire les 40% pour les spots, par exemple. Donc, on voit que l'évolution de l'utilisation des technologies digitales dans la formation est vraiment en croissance très, très importante. Et ce qui est logique, effectivement, dans le contexte actuel. Un petit mot sur les outils et les composantes d'une formation digitale. Il vous faudra ce qu'on appelle une plateforme de formation digitale, LMS, Learning Management System, qui va permettre à la fois de stocker les cours, les ressources et de les organiser, et puis toute la gestion des apprenants, ainsi que la traçabilité et la gestion du tutorat, voire les forums, et puis une dimension d'unification. La possibilité effectivement de faire des classes virtuelles, donc des séquences, mais pas de 7 heures, mais plutôt d'une demi-heure, 1 heure, etc. Avec un animateur, là où tout le monde se voit, tout le monde peut échanger, prendre le contrôle de son écran, tableau blanc interactif, etc. Les cours sur étagère sont des moyens de mettre en place très rapidement des plateformes de formation avec des contenus. Là, vous avez des focus sur Office 365, réussir aux entretiens annuels, par exemple, la cybersécurité, etc. Donc là, déployable et diffusable très rapidement pour vos apprenants. Et puis, je terminerai en faisant un petit focus sur le FNE, hein, donc en vous rappelant, en fait, et ça c'est valable jusqu'à la fin de l'année 2020, pour les salariés qui sont encore en activité partielle, il y a effectivement des fonds de formation qui ont été développés pour permettre effectivement leur formation, particulièrement à distance dans le contexte actuel, voilà, des financements mobilisables très rapidement. Et je vous remercie de votre attention. Nicolas. Bien, alors, merci Gilles pour ton intervention. S'agissant des questions, donc je vous rappelle, hein, vous pouvez poser des questions à l'aide du boulet questions qui se trouve à droite dans Teams, hein, en cliquant sur l'icône avec la bulle et le point d'interrogation.
Il n'y a pas de questions pendant l'intervention. On va peut-être laisser 30 secondes à nos participants pour le temps de les rédiger. Donc, n'hésitez pas, Gilles se fera un plaisir d'y répondre. Gilles, en attendant, est-ce que tu veux compléter avec un élément? Oui, il y a on pourrait y passer beaucoup plus de temps, évidemment. L'idée derrière, souvent que les entreprises nous posent comme question, c'est comment on met en place un dispositif de formation, comment ça se diffuse, etc. Aujourd'hui, la technologie est très mature, donc ça c'est un point qui est important. Elle est disponible en mode SaaS, ce qui veut dire que c'est des budgets peu onéreux en fait, avec des abonnements mensuels et évolutifs en fonction des besoins. Idem pour les ressources de formation. Et je sais pas quoi, un module par exemple qui vous permet de vous former, de vous certifier sur Excel, c'est peut-être un module qui coûtera 50 € pour un apprenant. Donc c'est des données aussi qui font que le digital learning, initialement, nous, on a travaillé quasiment pendant 10 ans pour des grands comptes comme Air France, SNCF, etc. Aujourd'hui, on a des clients qui sont de très petites entreprises et qui utilisent largement en fait, le digital learning pour le développement des compétences de leurs collaborateurs. Merci Gilles pour cette précision. Donc, il n'y a pas de questions particulières de nos participants. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire Digital Learning. Je remercie à Gilles pour toutes ces précisions qu'il vous aura apportées. Sachez que vous allez recevoir en début d'après-midi un mail avec une enquête de satisfaction. Donc, je vous demanderai de bien vouloir y répondre. Pour nous, c'est très important la qualité de nos conférences et puis le lien avec vous, les participants. Donc, merci à tous pour votre participation et puis rendez-vous à notre prochain webinaire qui aura lieu le 30 juin sur le thème de la sécurité des systèmes d'information. Donc, on compte sur vous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci Nicolas.